échanges autour de ce sujet de la souveraineté avec notre première séquence. Et c'est justement Sigma, l'une des toutes premières grandes entreprises du numérique qui a inscrit ses engagements environnementaux, sociaux et économiques dans ses statuts. 10 engagements pris par l'entreprise sur le déploiement de ses services IT. Alors, comment la raison d'être de Sigma est-elle finalement devenue un levier? On va y venir autour, bien sûr, de ce sujet central, celui de la souveraineté. Éclairage stratégique et opérationnel en qualité d'entreprise de services du numérique française, avec celui qui va nous rejoindre justement. Il s'agit de Cyril Corr, directeur de la transformation et de la gouvernance technologique. Bonjour Cyril, soyez le bienvenu. Bonjour à tous. Il y a une petite zapette, non, parfait, merci. Alors j'ai la lourde tâche de vous parler pendant votre process de digestion. J'espère ne pas vous endormir, je vais essayer d'être suffisamment dynamique. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites ce matin, et donc du coup je vais essayer de, vous allez voir, des redites, je vais passer assez vite parce que ce qui est intéressant c'est qu'on puisse aussi avoir un moment d'échange sur la fin. Donc comme... parfait, super. Donc moi, je m'appelle Cyril Corr, je suis directeur de la transformation et de la tech chez Sigma. Et Sigma, c'est une ESN familiale nantaise, militante du numérique à impact depuis pas mal d'années, qui a plus de 50 ans aujourd'hui, et qui accompagne principalement des ETI sur l'ensemble de leur système d'information, de l'infra au développement. Et aujourd'hui, je vais essayer de vous convaincre qu'on non seulement on doit, mais qu'on peut aussi passer à l'action sur la souveraineté, ou alors, comme on l'a dit ce matin, plutôt sur la dépendance technologique. Et c'est l'enjeu d'aujourd'hui. Donc j'ai repris évidemment les chiffres du SIGREF, je vais passer très vite, mais je pense que ce qui est intéressant dans ces chiffres, c'est qu'ils sont tellement marquants, tellement choquants qu'on les récupère assez rapidement et qu'on les retient vite. 80% des dépenses sont faites aux États-Unis et ça représente 265 milliards. Je vais passer vite, mais je voudrais retenir deux choses. La première, c'est que 30% de cette dépense, ça représente 1 million d'emplois, 1 million de tech, de dev, d'ops, d'admin, de data scientists et de talents qui pourraient alimenter nos filières numériques et notre créativité et notre innovation. Et puis surtout, ces 265 milliards, c'est aussi probablement ce qui explique notre difficulté en France et en Europe à investir au bon niveau sur nos sujets tech. Je reprends par exemple des initiatives comme Gaia, comme Numergy, comme CloudWatt. C'est des initiatives qui sont hyper intéressantes, parfois passionnantes, mais qui ont du mal à passer à l'échelle et qui se limitent à des dizaines, voire des centaines de millions d'investissements, là où des hyperscalers parlent en dizaines de milliards d'investissements par an. Et souvent, ce sujet-là, il est clé dans notre capacité à innover et capacité à accélérer. Et c'est pour ça que finalement, quand on regarde ce chiffre-là, on comprend un peu le phénomène qu'il y a derrière, et on se dit qu'il y a un sujet à réhydrater un peu nos filières locales et nos filières tech pour retrouver notre capacité d'inno. Mais je passe vite. Encore une fois, l'idée, ce n'est pas d'être trop là-dessus. Pour vos entreprises aussi, on en a parlé un peu ce matin, la captation des données, le risque de kill switch, c'est des choses dont on parle régulièrement et je pense que si vous êtes dans cette salle, vous êtes relativement sensibilisés à ça. Il y a un sujet qui me parle beaucoup et qu'on voit beaucoup chez nos clients, c'est la captation de la valeur. Je pense que tous ici, quand vous lancez un projet informatique, vous êtes engagés sur la création de valeur pour votre boîte. Et souvent, cette création de valeur, elle se mesure au ROI, le ROI que vous projetez sur plusieurs années. Or, aujourd'hui, on l'a dit aussi ce matin, 10% de croissance de chiffre d'affaires, décroissance de prix par an sur les 3-4 dernières années sur les outils en SaaS. La même chose sur la partie IaaS et sur la partie PaaS. Mais en fait, ça capte, ces augmentations de tarifs, ils viennent capter assez rapidement votre ROI. Et on se retrouve des fois avec des entreprises qui viennent nous voir parce que les projets qu'ils avaient faits avec des gros acteurs, soit en SaaS, soit en IaaS, sont plus rentables et ils n'arrivent plus à retrouver leur compte et à le justifier auprès de leur direction. Donc il y a un vrai sujet de comment on retrouve un peu la maîtrise de tout ça. Alors le premier message moi, que j'avais envie de vous passer, c'est faut qu'on se détende un petit peu. On a eu beaucoup de stress ce matin. Moi, je vais être un peu plus pragmatique, je suis navré. Mais en cours, on a tous de la dépendance technologique un peu partout dans nos entreprises. Et souvent, je fais le parallèle entre, on l'a dit, Sigma, c'est une entreprise à mission, donc, qui a fait pour sa mission le numérique à impact. Et je vois des parallèles assez évidents entre la démarche numérique responsable, donc écologique, et la démarche souverainiste. On a toujours, notamment sur deux points qui sont assez clés. Le premier, c'est que sur la démarche écologique, vous avez toujours un radical qui va vous expliquer que parce que vous avez une voiture, vous n'êtes pas écolo, ou parce que vous êtes déplacé en vacances de la mauvaise manière, ou pas assez utilisé les transports en commun, ou pas assez ceci et pas assez cela.
Et je retrouve un peu ça dans la souveraineté. Il y a toujours quelqu'un qui va vous expliquer que bah oui, mais vous avez un outil SIRH qui est américain, vous avez une brique technique au sein de, de votre data center, et donc vous n'êtes pas souverain. Bon, ben, je pense que là, il faut qu'on fasse preuve aussi un peu de pragmatisme et qu'on revienne à des choses un peu plus essentielles pour l'entreprise. Et puis le deuxième parallèle que je fais et que je trouve intéressant, c'est que pour l'instant, ça ne déplace pas les foules, dans le sens où ça n'engage pas à l'achat. On l'a vu sur le numérique responsable, on a fait beaucoup de choses et beaucoup de choses les dernières années. On voit bien qu'on est sensible, ça intéresse tout le monde considère que c'est une des priorités. Pour autant, la barrière à l'achat, elle est encore extrêmement forte. Et donc, il y a un sujet de comment on bascule de c'est une préoccupation à on se l'approprie et on agit dessus concrètement. Alors bon, comme je vous disais, il y a des choses qu'on peut faire. Moi, je vais essayer de vous donner, alors en toute humilité, parce qu'on est au début du chemin chez Sigma et que vraiment, je ne vais pas vous expliquer la vie aujourd'hui, mais je vais essayer de vous expliquer, nous, ce qu'on a essayé de mettre en place et ce que je peux vous partager aujourd'hui autour de 4 conseils. Le premier, c'est on s'inscrit, en tout cas, inscrivez-vous dans la durée et sans radicalité. Donc, Rome, ce n'est pas fait en un jour. Vos systèmes d'information, vous ne les avez pas créés la semaine dernière. Et vous n'allez certainement pas vous dire que d'ici 3 à 6 mois, vous allez dégager l'intégralité des acteurs américains de votre système d'information. C'est tout bonnement pas possible. Ça a été un petit peu abordé ce matin. C'est extrêmement compliqué d'aller vendre à un comité de direction le fait qu'on va lancer un programme de transformation extrêmement fort, qui est extrêmement coûteux et qui amène au final assez peu de valeur supplémentaire à nos métiers. Donc, globalement, il va falloir être un petit peu plus raisonnable et se projeter sur des démarches un peu plus opportunistes, essayer d'anticiper un peu les renouvellements et avoir une approche assez pragmatique de la tâche. Et c'est là où tout le sujet est complexe, c'est qu'il faut agir maintenant, mais il ne faut non plus pas le faire en précipitation et s'inscrire dans la durée. Donc là, il y a quelque chose d'assez fort. Là aussi, on a un certain nombre de clients qui viennent nous voir régulièrement pour nous demander si on est capable de récupérer en 2, 3, 6 mois l'intégralité de leur système avec des rénovations assez profondes. Malheureusement, c'est des choses qu'on ne sait pas faire parce qu'on n'a pas de baguette magique et que parfois, ça nécessite de travail en profondeur. Donc là, un sujet de adresser tout de suite le sujet, mais se projeter dans la durée. On l'a un peu dit ce matin, je vais prendre un peu de temps sur ce thème-là. Moi, quand j'ai commencé ma carrière dans les télécoms il y a 20 ans maintenant, on avait ça comme bonne pratique permanente. C'est-à-dire que c'était quelque chose dans l'état de l'art quasiment quotidien. On avait 2 sourceurs systématiquement, 2 fournisseurs sur chacun de nos périmètres. Et puis, les rythmes se sont accélérés, les budgets se sont tendus. Le marketing est arrivé là-dessus, il nous a fait miroiter plein de belles choses, et donc finalement, on a perdu un peu cette bonne pratique. Et donc, la question qui se pose maintenant à nous, c'est est-ce qu'on doit continuer à mettre tous nos œufs dans le même panier? Alors la réponse, elle paraît assez évidente. Là, évidemment non. Maintenant, pragmatiquement parlant, si je dois rester lourd sur ça, ce n'est pas toujours simple à faire. Aujourd'hui, il y a des filières qui ne sont pas toujours prêtes. La partie serveur, il y a des choses qui existent en France, mais si on est un petit peu lucide, pas suffisamment pour passer à l'échelle. Il va falloir du temps et de l'investissement pour qu'elles y arrivent. Il y a des logiciels qui sont prêts tout de suite, il y a des choses qui existent, il y a des choses qui sont en construction. Et donc, il faut l'aborder avec une approche un peu raisonnable et essayer de se découper les choses de manière un peu intelligente. Le concept du double sourcing, il est difficile à expliquer parce qu'à court terme, on est tous gagnants. À court terme, c'est plus rapide à intégrer. Enfin, pour le coup, quand on met tout au même endroit, c'est plus facile. Et puis souvent, vous avez des effets de volume, donc forcément, vous avez des effets de pricing qui peuvent arriver. Par contre, sur le long terme, vous êtes complètement dépendant. Donc on a commencé à voir là, ces dernières années des stratégies hybrides qui apparaissent. Moi, je trouve ça plutôt intéressant. Sur l'infrastructure, ça fait sens. Il y a des endroits où c'est plus délicat. Vous avez un ERP aujourd'hui, vous n'allez pas mettre 2 ERP au sein de votre entreprise, donc c'est plus complexe. Il va falloir trouver des stratégies, et c'est là où il faut être un peu malin. Une des clés, un des conseils qu'on donne souvent quand on parle de double sourcing avec nos clients, c'est l'anticipation. C'est-à-dire que plus vous êtes capable d'anticiper les revirements, ou en tout cas les grands chantiers que vous avez devant vous, plus vous allez être capable de gommer un peu cet effet accélération que vous avez en allant chez un seul fournisseur. Donc un gros enjeu qui n'est pas simple à réaliser sur le double sourcing.
Le troisième conseil que j'avais envie de vous donner, c'est d'adapter votre stratégie à vos enjeux. Et là, vous allez vous dire, il ne s'est pas vraiment creusé la tête. Évidemment qu'on adapte une stratégie à nos enjeux, on ne va pas prendre une stratégie sortie de nulle part. Pourtant, vous seriez surpris du nombre de clients qui viennent nous voir avec en essayant de faire entrer des ronds dans des carrés. Des clients qui ont, pour faire une stratégie digitale sur leur site web, vont basculer l'intégralité de leur workload dans un hyperscaler parce que là, pour le coup, il y a de l'innovation. Ou parfois, on a des clients qui viennent nous voir avec des sujets de rénovation de BI parce qu'ils ont un vieux BO qui tourne et qui n'est pas terrible et ils veulent le rénover. Et du coup, on se lance dans un grand programme de transformation de la data avec un énorme data lake et on met ça évidemment chez un acteur américain. Or, aujourd'hui, nous, ce qu'on constate, c'est que les SI de nos clients, ils sont polymorphes. Ils ont systématiquement une bonne dose de dette techno. On embarque de la S400, on a encore du serveur Windows 2000, on a parfois des bases access, enfin voilà, on a tout ça. Et la particularité, c'est que ce machin-là, ça fait tenir la boîte souvent. C'est-à-dire que derrière, ça porte la majorité de votre business. C'est pour ça d'ailleurs qu'on n'arrive pas si facilement que ça à les enlever. Donc il va falloir le traiter. Et puis après, je le disais, il y a des ERP. Les ERP, ça a besoin de stabilité, ça a besoin de puissance, de performance. Ça ne bouge pas tous les matins, ça n'a pas besoin d'une innovation de dingue. Et puis bien sûr, vous avez vos sites web digitaux qui, eux, pour le coup, ont besoin, de scalabilité, ont besoin de modernité, ont besoin de faire du mobile, du web, etc. Et là, pour le coup, vous avez besoin d'une infrastructure qui soit extrêmement moderne. Mais donc, du coup, ces différents pans, j'en ai cité 3, mais chaque SI est un peu différent, ils ont des stratégies différentes à adresser. Moi, je mets pas... je vous mets... Alors, il y a des services d'AS400 sur les gros clouders. Je vous mets au défi de trouver une équation économique rentable avec ces sujets-là. C'est hyper compliqué, quoi. Donc, chaque solution n'a pas forcément une réponse unique. Et là aussi, encore une fois, il faut arriver à adapter les sujets. Donc ça, c'était pour les périmètres, mais vous avez les mêmes sujets avec vos data. Ça, je pense que pour le coup, vous êtes un peu plus familier avec ça. Les data critiques sont identifiées, en tout cas, et les positionner au bon endroit. On avait la discussion ce midi, les data. Aujourd'hui, on a à peine fait le tour des data structurées, qu'on est déjà en train avec l'IA d'aller attaquer les data non structurées qu'on n'avait pas encore regardées. Donc il y a aussi tout ce travail-là à faire pour essayer d'identifier ce qu'on peut mettre et ce qu'on ne peut pas mettre à l'extérieur. Et un spoiler, souvent vos data non structurées, elles sont sur Microsoft, elles sont sur votre outil bureautique. Donc globalement, elles sont déjà là-bas. Donc adapter votre stratégie à vos enjeux, ça peut paraître un peu bateau, mais c'est un sujet qui est, à mon sens, extrêmement important et qui doit guider un peu votre réflexion et vous permettre d'anticiper les choses. Et puis mon dernier conseil, ce serait de vous entourer d'acteurs de confiance. Alors, on m'a souvent challengé sur ça veut dire quoi la confiance, donc on a posé chez Sigma une petite définition. Assez humblement, encore une fois, on peut se tromper. Ce qu'on appelle la confiance, nous, c'est 4 notions. La proximité, il faut quelqu'un qui soit capable de parler avec vous régulièrement, que vous puissiez voir, toucher, interagir. Il y a une notion d'expertise, c'est-à-dire qu'il faut que vous soyez capable d'avoir confiance dans sa capacité à ne pas vous raconter n'importe quoi. Donc il y a une notion d'avoir le bon niveau d'expertise. Il y a la notion d'actionnariat souverain. Est-ce que vous êtes capable de connaître qui est responsable, qui est le patron de cette boîte et qui détient les parts de cette boîte. Et puis il y a une notion d'engagement dans la durée. Un engagement, c'est une capacité à prendre des engagements forts et de prendre des engagements forts le long d'une cycle d'une vie d'une boîte. Parce que la réalité d'un instant T, ce n'est pas la même que l'instant d'après. Donc, il faut arriver à engager ça. Des acteurs de confiance, il y en a un paquet dans vos écosystèmes. Il y a d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, on parlait tout à l'heure de Gartner et de sa capacité à nous guider sur les choix technologiques. Aujourd'hui, il y a une boîte en France qui s'appelle Exagis qui commence à faire des études assez qualitatives, d'ailleurs, au même titre que Gartner, sur des acteurs de confiance en France ou des acteurs de la tech en France. Donc c'est hyper intéressant. Si jamais ça vous intéresse, je vous invite à y aller. Une fois que vous avez identifié ces acteurs de confiance, il faut dialoguer. Moi, je vais vous faire un scoop. Aujourd'hui, chez Sigma, on vend ce qui se vend. Si ça ne se vend pas, malheureusement, on ne le vendra pas. On travaille, nous on est à Nantes, je vous disais, on a un site on n'est pas très loin de Rennes, et Rennes c'est en train de devenir, ou c'est déjà un des plus gros écosystèmes de la cybersécurité en France, voire même en Europe. Il se passe des trucs absolument dingues là-bas. Il y a des acteurs tous les jours qui naissent avec des super technos. On a une offre de cyber, on va référencer nos collègues rennais, on va les voir, on commence à référencer des solutions, et puis on les adosse à côté des solutions américaines, et puis quand on va voir quand on répond aux appels d'offres ou quand on va voir des acteurs comme vous, on leur présente les solutions, et on ne vend pas les solutions rennaises. On les vend très rarement, voire même jamais.
Et donc finalement, petit à petit, on les enlève de notre catalogue, alors que pour autant, nous, on était convaincus qu'elles étaient extrêmement performantes. Alors pourquoi moi, je ne suis pas psychologue et je ne suis pas sociologue, mais j'ai un début d'élément de réponse. En tout cas, ma conviction, c'est que, en fait, on a inversé la confiance. C'est-à-dire qu'on est devenu confiant dans le fait que les acteurs américains, ils ont l'assise solide pour pouvoir répondre à nos besoins et qu'ils ne nous lâcheront pas. Or aujourd'hui, l'histoire nous montre quand même que depuis un paquet de temps, en fait, les coups fourrés qu'on se prend et les difficultés qu'on a, ils sont plus souvent avec des acteurs de cette nature qu'avec le mec qu'on a à proximité de chez nous. Donc il y a un sujet sur ça, sur cette confiance, à inverser un peu le positionnement. Comment on arrive à faire en sorte que des acteurs locaux, solides, performants, avec des niveaux d'expertise extrêmement fortes, je fais une énième parenthèse, je suis navré, mais je vous rappelle quand même que la majorité de la data aux États-Unis est faite par des techs français. Hein, donc on sort des gens extrêmement compétents sur nos territoires qui partent travailler aux États-Unis. Donc on a des gens qui sont capables de faire ça très très bien. On a des produits qui sont extrêmement compétents, mais au moment où on les présente, on n'a pas confiance parce qu'on a perdu ce lien avec le local et qu'on a cette idée, peut-être un peu inconsciente, que aux États-Unis, ils font ça un peu mieux que nous. Donc là, il y a aussi un truc très personnel, un chemin individuel qu'on doit tous faire pour essayer de s'inverser sur cette tendance-là. Et puis, quand vous êtes avec un acteur local, vous n'êtes pas un tout petit parmi un géant. Vous êtes en capacité d'influencer sur la roadmap, de travailler, de créer des coalitions. On a EasyVert qui est ici, avec Sigma, on travaille avec EasyVert depuis 2 ans, on travaille plus que ça même, quelques années déjà. On bosse beaucoup ensemble et on essaie de travailler sur des interactions entre les entreprises pour arriver à être plus puissants. Donc c'est aussi ça le moment important. J'aimerais terminer avec alors je pense que je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais ça fait beaucoup de buzz. Donc Mark Carney, qui est le Premier ministre canadien, a fait un super speech à Davos, en tout cas je le considère comme un très bon speech à Davos, qui je trouve fait vachement écho avec ce qu'on vit en ce moment. Alors je l'ai traduit en français, je ne me ferai pas l'humiliation de vous le faire en anglais. Je parlerai aujourd'hui de la rupture de l'ordre mondial, de la fin d'une fiction agréable et du début d'une réalité brutale où la géopolitique des grandes puissances n'est soumise à aucune contrainte. Mais je vous soumets par ailleurs que les autres pays, en particulier les puissances moyennes comme le Canada, ne sont pas impuissants. Ils possèdent la capacité de construire un nouvel ordre qui intègre nos valeurs, comme le respect des droits humains, le développement durable, la solidarité, la souveraineté et l'intégrité territoriale des États. Je trouve que ça fait vachement écho avec ce qu'on se dit depuis ce matin. Moi, je retiens 2 choses en tout cas, j'ai envie de retenir 2 choses de ce speech. La première, c'est que c'est effectivement une rupture. Ce n'est pas un effet de mode. Il semblerait qu'on est dans une espèce de réveil brutal, une naïveté de 20 ans qui fait qu'on se dit, OK, maintenant, il va falloir qu'on s'attaque au sujet et il faut qu'on s'attaque concrètement. Puis le deuxième élément, c'est qu'en fait, on peut réussir en coalition, en travaillant ensemble et en intégrant aussi ce qui fait notre manière de faire du business avec nos valeurs, nos manières de réfléchir, nos manières de faire. Et c'est comme ça, uniquement, qu'on pourrait arriver à reconstruire des écosystèmes tech, des filières d'excellence sur la tech. Et puis, moi, j'ai envie de finir en vous disant ici, l'écosystème tech, c'est vous, c'est nous, c'est tout le monde ici, c'est ici que ça se passe. Et donc, ça nous appartient de nous réapproprier ce sujet et de nous réembarquer dans les 20 prochaines années en essayant d'avoir une réalité, en tout cas des filières technologiques qui soient largement inférieures et qu'on inverse ce ratio qu'on a vu en début de présentation. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous raconter et je vous remercie de m'avoir écouté. Merci Cyril, merci infiniment de votre présence et de nous avoir rejoints depuis Nantes. Merci